Vous allez faire connaissance avec une DIRCOM qui est une véritable battante. Cette DIRCOM s'appelle Magali Lafleur, c'est la directrice de la communication de la FNIL, la Fédération nationale de l'industrie laitière. Et croyez-moi, pour obtenir son poste, elle a fait un magnifique parcours vers les sommets. Je m'explique. Il y a une dizaine d'années, j'ai rencontré Magali lorsqu'elle était responsable de la communication à l'Alliance 7, une fédération professionnelle qui s'occupe d'agroalimentaire pour faire très court. Vous verrez, vous pourrez écouter son parcours, il est absolument fascinant. Et puis, juste après le Covid, Magali est allée travailler, toujours en tant que responsable de la communication, chez Nestlé. Inutile de présenter cette magnifique entreprise. Alors, depuis un petit peu plus d'un an qu'elle est directrice de la com de la FNIL, eh bien, Magali, dans cette première partie, car oui, il y aura une seconde partie où elle nous expliquera son quotidien de DIRCOM de la FNIL, eh bien, dans cette première partie, Magali va vous expliquer son parcours. Comme je le disais, en fédération et chez l'annonceur, mais aussi en agence. En somme, si vous êtes jeune ou moins jeune, écoutez particulièrement bien cet épisode, car vous verrez que la vie d'une DIRCOM n'est pas un long fleuve tranquille, bien au contraire. Mais Magali prend toujours ça avec le sourire. Donc, je vous invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify. Et quant à moi, je suis toujours Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick. J'ai pris énormément de plaisir à enregistrer ces 2 épisodes avec Magali. Voici le premier. Et je vous conseille de prendre des notes, car c'est absolument passionnant. Très très bonne écoute, en compagnie de Magali Lafleur, la directrice de la communication de la Fédération nationale de l'industrie laitière. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Magali. Salut Laurent. Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Eh ben ça va très très bien. Je suis très heureux d'être chez toi à la FNIL, la Fédération nationale de l'industrie laitière. On est en pleine maison du lait, c'est superbe. Oui, c'est ça, exactement. Bienvenue à la maison du lait. Merci à toi. Alors, tu es la directrice de la communication de la FNIL. Je le répète, la Fédération nationale de l'industrie laitière. Ça fait un tout petit peu plus d'1 an que tu as ce magnifique poste. C'est ça. Je vais te laisser présenter cette maison et puis après on va parler de toi, de ton parcours. On s'est connus il y a une X années. Tu es passé ensuite dans une très très belle maison. Bref, on va parler de toi, on va attendre tes conseils, mais peux-tu nous présenter s'il te plaît la FNIL parce que je pense que peu de nos auditrices et auditeurs la connaissent, hélas. Alors écoute, je vais essayer d'être très simple et comme tu le disais, on est ici à la maison du lait, ce qui signifie que tous les acteurs du lait sont présents ici, rue de Châteaudun. Donc, la Fédération nationale de l'industrie laitière, c'est comme son nom l'indique, une fédération qui représente les intérêts de ces entreprises adhérentes. Et donc, parmi nos adhérents, on a des entreprises très connues comme Lactalis, Danone, Savencia ou bien Bell. Des plus petites entreprises, mais qui font de très beaux produits, comme les yaourts Malo, par exemple. Et puis aussi des toutes petites entreprises. Donc, on représente au total une centaine d'adhérents. Donc, il y a des grands groupes internationaux. Tu viens de citer des leaders mondiaux. Lactalis, le roi du lait, champion du monde du lait. Savencia, numéro 4 mondial. Danone, on ne les présente pas. Malo, moi qui ai fait mes études en Bretagne, forcément, magnifique entreprise, une taille intermédiaire, comme on dit. C'est ça, exactement. Et il y a des PME. Ouais, je les ai assez représentés comme ça dans ma vie, donc c'est absolument magnifique. Comment tu as eu ce poste ? Parce que à un moment, tu étais dans une très très grande entreprise. Oui. Tu es passé par Nestlé, on peut le dire. Exactement, une très belle entreprise. Absolument, tu étais responsable communication. On s'est connus dans une autre fédération, toi et moi, il y a un petit peu plus de X années. Voilà, on ne le dira pas. Pour les plus jeunes, on va passer pour des boomers. Mais ce qui est magnifique, c'est que dans ton parcours, depuis le temps qu'on se connaît, je me disais quand est-ce qu'elle va être DIRCOM ? C'est super important à tes yeux, ça l'est aussi pour moi. Et je pense que pour beaucoup de nos auditrices et auditeurs, ça va être le cas. Parce que tu as un vrai parcours, hein. Tu n'as pas été parachuté, c'est pas du copinage. Tu l'as amplement mérité, ce poste-là. Mais est-ce que tu peux nous... Ah, c'est sincère, en plus, tu le sais bien. Mais est-ce que tu peux nous retracer ton parcours ? Parce que, allez, on va dire les choses. Tu fais un peu de fac, tu fais une école de publicité, suite de pub. Exactement. Allez, explique-nous tout ça rapidement. Et puis, on va surtout passer à ton parcours professionnel qui est magnifique.
Alors, en effet, à l'origine, j'ai été attirée par cet univers parce que je trouvais la pub extrêmement créative et que quand j'ai fait mes études, effectivement, c'était ce qui m'attirait. Et puis, petit à petit, alors je suis déjà rentrée dans l'agroalimentaire parce que j'étais dans une agence qui s'appelait Protéines à l'époque. Et donc, pour moi, voilà, ça m'orientait sur ce domaine de l'agroalimentaire. Et ce qui m'attirait particulièrement, c'était le fait que ce soit des produits de grande consommation, que tout le monde connaît. Donc, c'est vrai que c'était assez excitant de travailler sur ce type de produit. Mais tout de suite, avec une vision assez stratégique des choses, puisque l'objectif, c'était vraiment de travailler sur la stratégie des marques et des entreprises. Et ce qui m'a particulièrement plu chez Protéines, c'était de travailler sur des sujets collectifs. C'est-à-dire le fait que des entreprises se mettent ensemble pour travailler sur des enjeux communs. Et déjà, à l'époque, je travaillais sur beaucoup de budgets sur ces thématiques-là et je trouvais ça hyper intéressant. D'où la fédération qui n'arrive absolument pas par hasard dans ta vie. Exactement. Ok, d'accord, je ne savais pas. Exactement. Et donc, en effet, après une expérience assez longue en agence, qui pour moi est vraiment primordiale parce que c'est là où on apprend à faire. C'est-à-dire qu'on apprend à faire, à créer des contenus, à créer tout type de support, à être très stratégique aussi. C'est vraiment là où j'ai appris l'importance de la strat. Et donc après, en effet, mon appétence pour les sujets collectifs m'a amené à l'Alliance 7. Donc très rapidement, parce que l'Alliance 7, c'est aussi un sujet très compliqué, mais c'est la fédération qui représente les syndicats du chocolat, du café, confiserie, biscuits et gâteaux, donc vraiment tout l'univers épicerie sucrée. Donc un univers vraiment très sympa. Et donc j'y ai passé un petit bout de temps. Tu y as passé un petit peu plus de 10 ans. C'est ça. Alors, donne quelques adhérents de l'Alliance 7, parce que c'est vrai que c'est un syndicat professionnel, ou une fédération professionnelle. Ouais. Nous, toi et moi, on connaît ça bien, mais les auditrices et auditeurs connaissent pas très très bien. On connaît le MEDEF, on connaît la CPME, l'artisanat, mais les professionnels d'un secteur, l'agroalimentaire en l'occurrence, se réunissent pour justement faire avancer les choses par rapport au pouvoir public, pour faire des campagnes, pour aussi faire la promotion d'un métier ou des métiers. Exactement. Et c'est assez peu connu, mais c'est extrêmement varié, c'est magnifique. Et donne des adhérents de l'Alliance 7, s'il te plaît. Alors, par exemple, adhérents de l'Alliance 7, Nestlé, on en reparlera tout à l'heure, j'imagine. Ferrero, Mondelez, qui fabrique énormément de marques de biscuits et gâteaux que tout le monde connaît. PepsiCo, voilà, c'est vraiment profil d'entreprise plutôt grand groupe, mais aussi des PME, qui fabriquent des produits traditionnels, régionaux, donc hyper intéressants aussi. Et donc, en effet, cette fédération, son objectif, c'est d'accompagner ces entreprises dans la défense de leurs intérêts, que ce soit sur le plan réglementaire ou législatif. Donc ça, c'est l'ADN, je dirais, de ce type de fédération. Mais mon rôle au sein de l'Alliance 7, c'était vraiment de faire rayonner et de valoriser les catégories de produits. Donc, en gros, on ne parle pas d'entreprise, parce que les entreprises ont leur plan de communication propre, mais on parle vraiment des catégories de produits. Donc, l'idée, c'est de comment montrer une belle image du chocolat. Une belle image, oui, mais pas juste l'image d'Épinal du chocolat. Comment aussi montrer qu'il y a des enjeux auxquels cette profession doit faire face et qu'on les adresse, ces enjeux. On est bien d'accord. Alors, le chocolat a plus ou moins bonne réputation. Quand on ne connaît pas, on adore tous évidemment le chocolat, mais quand on regarde un tout petit peu derrière, il y a quelques années, c'était pas très très reluisant. Et il y a beaucoup de choses qui ont été faites par les industriels et justement par les fédérations professionnelles. Et on va venir à celle qui t'emploie aujourd'hui, la FNIL, évidemment. Mais là, on fait ton parcours un peu flashback. Et c'est vrai que c'est très important parce qu'il y a des enjeux RSE, il y a évidemment des enjeux économiques, administratifs, avec notre magnifique administration que nous aimons tous. Je la connais bien, hélas, mais trêve de plaisanterie, c'est extrêmement important. Et là, tu n'es plus sur des produits, comme tu le dis. Tu n'es même pas sur des entreprises. Tu es sur une représentation d'un secteur. Ça, c'est absolument passionnant. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Et encore une fois, voilà, je fais de la communication. Donc, mon rôle, c'est vraiment de valoriser, de faire rayonner, de faire reconnaître, etc. Mais encore une fois, pour moi, ça n'a de sens que si justement derrière, il y a des choses concrètes qui sont faites et des avancées et qu'on se cache pas derrière justement quelque chose de très cosmétique et de très en surface, mais qu'on adresse vraiment les enjeux et que justement on dise voilà, nous on sait qu'on a des enjeux, on sait qu'on a des choses auxquelles on doit faire face, qui sont pas toujours des choses glamour à raconter, mais on y travaille et voilà les efforts que l'on fait. C'est extrêmement complexe, tu l'as dit toi-même. Je rappelle que dans une fédération, il y a des élus, c'est-à-dire des gens qui font partie d'une entreprise, grande, petite ou moyenne. À l'époque où on s'est connus, la présidente est une dirigeante de PME, je ne me souviens plus dans quoi, mais en tout cas, elle était dans un de ces magnifiques métiers, c'était une dame. Ça, c'était absolument génial. Et c'est vrai que représenter toutes ces entreprises, qui sont extrêmement différentes, il y a Coca-Cola, mais il y a la PME, entre guillemets, du coin,
C'est un grand écart, extrêmement fort. Comment tu as vécu ça? Alors forcément, tu y reviens, donc c'est plutôt très très bien, mais tu as passé plus de 10 ans à l'Alliance 7. Qu'est-ce que tu retires de cette magnifique expérience que tu as eue? Parce qu'elle était extrêmement variée. Alors, ce que j'en retire, en effet, c'est que ce que j'ai toujours essayé de faire, c'est justement d'accorder les enjeux des grands groupes et des PME. Donc déjà, le premier point qui était un peu compliqué, mais qui était passionnant aussi, c'est justement de trouver des points communs pour pouvoir les faire avancer sur ces points communs. Donc ça, c'est passionnant. Avec effectivement parfois des niveaux d'implication qui n'étaient pas les mêmes et pouvoir trouver en effet des choses qui les embarquent tous sur ces projets collectifs. Et ça, c'est vraiment passionnant. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Et ce que je retiens aussi, c'est une certaine liberté. Moi, j'avais énormément de liberté dans ce que je proposais. Et je me suis jamais ennuyée. J'y ai passé 11 ans, mais jamais je me suis ennuyée. Donc ça, c'était vraiment génial. L'évolution aussi, parce qu'en 11 ans, on a vu l'avènement des réseaux sociaux, etc. Et voir aussi réfléchir à, OK, tout le monde est sur les réseaux sociaux, c'est génial. C'est un mode de communication qui est très créatif et qui semble illimité. Mais comment nous, justement, en tant qu'émetteurs collectifs, en tant que représentants de plusieurs entreprises, comment on se positionne? Parce que c'est pas évident. Et comment on ne perd pas le côté créatif? Exactement. Et puis, comment ne pas faire de l'ombre à tes adhérents qui sont elles-mêmes des entreprises qui ont plus ou moins de moyens en termes de communication, grand groupe versus PME. Comment ne pas paraître un tout petit peu ringard, le mot est lâché, parce que on connaît pas très très bien les fédérations ou les syndicats professionnels. Je parle pas des syndicats comme FO, etc., que ce soit bien clair. Ce sont les syndicats d'entreprises, des entreprises qui se regroupent pour être mieux représentées auprès des pouvoirs publics, entre autres. Donc, une communication qui est super plan-plan, ça ennuie tout le monde. Même toi en premier lieu, et tu n'as jamais communiqué à l'Alliance 7, que ce soit le rapport annuel, que ce soit les motion design ou toutes les choses que vous avez faites lorsque tu y étais, ça n'a jamais été ringard. Mais... Et ça, et ça, il faut le dire, pour celles et ceux qui nous écoutent, qui sont plus ou moins jeunes, qui se disent, je sais même pas ce que c'est qu'une fédération professionnelle, un syndicat, ils ont l'habitude de voir ceux qui sont dans les rues et qui défilent, et il en faut fort heureusement. Mais le syndicat professionnel d'entreprise, les entreprises qui se regroupent, c'est une énorme créativité. C'est pouvoir parler avec un dirigeant, une dirigeante d'une petite entreprise, quelqu'un de la World Company à l'inverse. Quand on est à la com, là-bas, tu disais une sorte de grand écart, ne jamais être ringard ou être créatif, mais il y a dû y avoir des moments où tu t'es arraché les cheveux quand même, non? Oui, ça je te le cache pas. Et surtout, en fait, le point important, c'est de mettre tout le monde d'accord sans jamais renoncer à faire une communication qui soit suffisamment forte. Parce qu'on risque, vraiment, la chose qu'on doit éviter absolument quand on est sur ce type de poste et qu'on fait ce type de communication, c'est de ne pas s'aligner sur quelque chose d'un peu mou, en fait. Et moi, c'était vraiment c'était mon moteur et c'est ce que j'ai essayé de faire pendant toutes ces années. Alors, je confirme, moi qui connais Magali depuis quelques années, ce n'est pas du tout le style de la maison que d'être molle, bien au contraire. Comment tu as fait? Parce que tu l'as dit toi-même, le gros écueil, c'est de faire une com qui sert globalement à rien, qui n'est ni formidable, ni mauvaise. On est sur le 10 sur 20, 12 sur 20 maximum, si on doit le noter. Comment tu as fait pour justement mettre tout le monde d'accord? Certainement pas, mais en tout cas aller vers ce qui est créatif. Alors, déjà, oui, mettre tout le monde d'accord, c'est compliqué, mais la plupart du temps, ça se passait assez bien. Après, il faut vraiment faire preuve de beaucoup de persuasion. Et je pense que le truc essentiel, c'est d'y croire soi-même. Parce que quand on n'y croit plus, on a tendance à se dire, c'est pas grave, je le fais pas. Moi, j'y ai toujours cru, donc c'est ce qui m'a fait avancer. J'ai toujours bien su m'entourer, c'est-à-dire que j'avais une équipe formidable à l'Alliance 7, mais avant d'avoir cette équipe, j'ai toujours travaillé avec des personnes que j'ai choisies, des personnes qui apportaient énormément d'idées, et je pense que voilà, le talent aussi, quand on est à ce type de poste et qu'effectivement on n'a pas des moyens démesurés, tu l'as dit, et ça je pense que c'est vraiment important, et qu'on n'a pas une équipe qui sait tout faire, le vrai talent en fait c'est de trouver les bonnes personnes qui sachent justement apporter des idées nouvelles. Moi, vraiment, je vivais mon poste comme non pas faire en moins bien ce que les entreprises pouvaient faire avec plus de moyens et plus d'équipes, mais justement apporter ce côté un peu en rupture, ce côté toujours créatif avec moins de moyens, et c'est ce qui était passionnant aussi au quotidien. C'est un challenge quotidien. Oui, c'est un exactement. Vrai défi au quotidien pendant 11 ans. Ouais. C'est peut-être parfois un petit peu difficile, ce qui est tout à fait normal, mais ça, je connais aucune entreprise dont la vie soit un long fleuve tranquille. Comment tu réussissais à convaincre tes adhérents d'aller vers quelque chose d'un petit peu plus créatif qu'à l'habitude? Alors, je sais bien qu'il y avait ta force de persuasion, ça on l'a bien compris, et ton dynamisme. Mais il y a des fois, j'imagine que tu t'es non pas pris le mur, mais ça a parfois dû être extrêmement difficile. Ça m'est arrivé de me prendre le mur, en effet, mais moi, je pense qu'à partir du moment où tu as la bonne stratégie, c'est-à-dire qu'en gros, et ça, je le vis au quotidien aussi aujourd'hui,
si tu es persuadé, si tu arrives à montrer que ta stratégie est la bonne et que les actions que tu proposes derrière sont au service d'une vraie stratégie de communication, ça fonctionne. Intéressant ce que tu me dis là. Parce que tu sais bien que dans beaucoup d'entreprises, qu'elles soient petites, grandes ou moyennes, on a tendance à considérer que la com, c'est un joli événement avec des jolies hôtesses, du bon champagne, des bons petits fours, et puis une affiche un peu sympa, vite fait, bien fait, avec du bleu, du rouge, du vert. Tu me fais ça, s'il te plaît, Magali. Bon, tous les communicants connaissent ça. Justement, tu me disais que convaincre les gens, c'était pas finalement déplacer le sujet sur ce que tout le monde peut juger, c'est beau, c'est pas beau, j'aime pas, mais plutôt sur la strate. Comment tu as expliqué des stratégies de l'Alliance 7, entre autres, à des entreprises qui en font elles-mêmes, en tout cas les grandes, les petites, les moyennes? Ça a dû être compliqué. Parce que tu avais peut-être des dirigeants d'entreprise qui étaient là, pas nécessairement des communicants, qui au final n'en avaient peut-être pas grand-chose à faire. Tu avais aussi peut-être des DIRCOM qui venaient aussi se mêler de la chose, surtout dans les grands groupes, pour voir si c'était quelque part câblé avec eux. Comment tu as fait pour convaincre tout ça? Et surtout, comment tu as fait pour mettre en place ces stratégies? Parce que ça, c'est extrêmement intéressant. Alors, en effet, je pense que tu as raison. La difficulté, c'était vraiment d'arriver à convaincre des gens qui n'avaient pas du tout les mêmes enjeux que moi. Et donc, c'était les sensibiliser sur les enjeux collectifs. Après, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Hein. C'est-à-dire que petit à petit, j'ai réussi à faire comprendre que la communication était stratégique dans cet univers collectif. Enfin, c'est un travail c'est un travail de long terme, je dirais, déjà. Après, bon, voilà, moi, c'est vrai que depuis que j'ai commencé à bosser dans la com, la strat, ça a toujours été central, puisqu'encore une fois, j'ai fait un passage en agence où la strat était vraiment centrale et où j'ai pondu énormément de strat. Donc pour moi, de toute façon, c'est logique. Enfin, si tu as la bonne stratégie, toutes les actions que tu vas proposer derrière, ça n'aura pas l'air, en effet, d'un petit événement vite fait, parce que il faut éviter justement que les gens se disent, voilà, j'ai la solution, tu vas me faire un événement, ça va bien se passer, machin. Il faut vraiment leur dire, OK, pourquoi on fait ça? À qui on s'adresse? Quels vont être les résultats? Moi, je suis très orientée résultats et mon expérience dont on va parler tout à l'heure, j'imagine, chez Nestlé, a encore renforcé ce côté-là. C'est qu'en gros, à chaque fois que je fais quelque chose, je me dis, mais est-ce que ça va vraiment toucher la cible que je veux toucher? Et est-ce que je vais obtenir des résultats en le faisant? Parce que sinon, je pense que ça n'a aucun intérêt. Et voilà, d'où l'intérêt, effectivement, de porter une stratégie. Après, je te dis pas que je me suis pas pris des murs, ça m'est arrivé. Après, si j'étais vraiment convaincue que la stratégie était la bonne, et je revenais 6 mois après, 1 an après. Ouais. Et parfois, c'est passé. Écoute, félicitations. Parfois, c'était un peu trop tôt, juste. Oui, alors des fois on surfe un peu trop vite sur la vague, voilà. Il faut savoir la prendre, et puis des fois on se la prend en pleine tête. Mais c'est intéressant ça, parce qu'il y a beaucoup de communicants, chez l'annonceur évidemment, qui se prennent des murs justement. Ça nous est tous arrivé, hein, de quelque côté que ce soit, donc c'est pas ça le plus important, mais il y en a qui se prennent tout le temps des murs parce que finalement ils sont pas pris au sérieux. Et ce que je trouve super intéressant, parce que je crois que tu es la première personne dans le décodeur de la com, et Dieu sait s'il y a quelques épisodes en ligne, tu es la première personne à me parler de la strat ainsi. Et je trouve ça super intéressant que tu me dises, je suis revenu, j'ai fait preuve de bon sens, parce que la stratégie n'est que du bon sens. Hein. Ouais. On va arrêter avec les mots en anglais, là, ING partout. Moi, ça me fatigue, ça me rend cinglé. Et te connaissant, je sais que tu as les pieds sur terre. La preuve en est, tu travailles aujourd'hui à la FNIL. On va évidemment parler de Nestlé, parce que c'est justement après l'Alliance 7 que tu allais travailler chez Nestlé. Donc, juste avant la FNIL, si vous nous suivez. Et ce que je trouve très, très, très intéressant, c'est que ton abnégation fait la différence au final. Ouais, souvent, oui. J'avoue. Non, mais il en faut. J'ai fait preuve de beaucoup d'abnégation à l'Alliance 7, en effet. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais au final, tu vois, mon bilan, j'en suis très fière. J'ai adoré ces 11 années. J'ai fait plein de trucs super, enfin voilà, de l'événementiel. J'ai développé les réseaux sociaux. Enfin, je suis vraiment très fière de mon bilan. J'ai travaillé sur des cibles que je ne connaissais pas du tout. Mais voilà, ça a été à force de persuasion. Et c'est aussi là où la longévité paye un petit peu aussi. C'est-à-dire qu'en effet, on dit souvent il faut bouger, il faut pas plus de 4 ans d'expérience dans une même entreprise. Là, j'y suis restée longtemps, mais je pense que j'ai vraiment fait des choses passionnantes. Tu peux être très très fier de ton bilan, parce que très honnêtement, l'Alliance 7, c'est plus 7 personnes, j'allais dire. C'est pas les 7 nains, c'est beaucoup plus de syndicats aujourd'hui. Ouais. Et puis à un moment, amour ne rime pas avec toujours, et puis non pas que tu aies fait le tour du poste, bien au contraire, je crois pas, mais à un moment, tu es parti. Oui. Parce que tu es parti dans une magnifique entreprise qui était adhérente évidemment de l'Alliance 7, entre autres. Oui. On n'a pas besoin de la présenter, Nestlé. Si vous ne savez pas ce que c'est que vous avez vécu dans une grotte avec Ben Laden, donc vous connaissez évidemment cette magnifique entreprise qui est suisse, je le rappelle, de nationalité.
Comment ça s'est passé? Parce que passer chez Nestlé, qui plus est, dans une période très difficile, post-Covid, où c'était pas vraiment terminé, tu arrives au poste de responsable com. Qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, waouh, je passe un gap. Au contraire, j'ai un petit peu peur, mais j'y vais. Ou est-ce qu'au contraire, tu es supra-excité? Déjà, je pense que j'ai été excitée dès la première seconde. Dès que j'ai su qu'il y avait que ce poste, qu'on recherchait quelqu'un pour ce poste de responsable de la communication externe, je pense que j'ai été surexcitée et que j'ai prié chaque instant pour que ce soit moi qui ai le poste. C'était le bon moment pour quitter l'Alliance 7. Ça faisait un petit moment déjà que je mettais le nez à la fenêtre et que voilà. Mais là, c'était the poste en fait pour moi. C'est-à-dire que Nestlé, c'était une boîte effectivement avec laquelle je travaillais à l'Alliance 7. Je connaissais pas mal de gens en interne et j'adorais cette boîte. Et là, c'était un peu le cadeau, quoi. C'était un peu, voilà, pour moi, c'était un truc génial, quoi. C'était le kiff total. Mais alors, tu n'as pas été pistonné, hein. Je tiens à le dire. C'est pas parce que tu connaissais des gens chez Nestlé que tu as été pistonné et qu'on t'a mise là en disant, tiens, c'est pour Magali. Tu as quand même fait acte de candidature. Bien sûr. Explique-nous un petit peu si tu peux le faire sans dévoiler quoi que ce soit. Mais je crois que c'est extrêmement important parce qu'il y a eu des liens extrêmement forts avec Nestlé que tu avais déjà de par le passé, mais il y a aussi des liens humains que tu as tissés pendant un peu moins de 2 ans là-bas. Ouais, exactement. Puis de toute façon, dès le début, c'est une histoire humaine parce qu'en effet, j'ai pas été pistonnée, mais c'est aussi une question de réseau. Ça, c'est un truc important et on en reparlera tout à l'heure quand on parlera des personnes qui veulent se lancer dans ce métier. Mais c'est hyper important le réseau. Donc effectivement, c'est une mise en relation et après, c'est une rencontre vraiment humaine, formidable. Mais dès le départ, hein, en fait, dès les premiers entretiens, voilà, c'est vraiment, enfin, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on va matcher, est-ce qu'on va réussir à travailler ensemble? Donc là, je vous parle de ma directrice de la communication de l'époque. Et ouais, et c'était le début d'une aventure, déjà géniale pour moi professionnellement parce que j'avais fait tout mon parcours dans l'agroalimentaire et j'étais dans la boîte de l'agroalimentaire, donc c'était formidable pour moi. Et en plus, vraiment une belle rencontre humaine. Alors, la rencontre humaine, on va dire qui c'est, puisqu'elle est passée dans le décodeur de la com il y a quelques mois, c'est Élodie Lemeunier. On la salue. Absolument, et on la salue chaleureusement. On la salue chaleureusement. Et Élodie, on te le fait passer le message. Viens parler de la place des femmes, s'il te plaît, avec Magali Merki. La parenthèse est refermée, c'était évidemment un private joke, mais en effet, tu as raison. Tu connaissais du monde, le réseau c'est important, mais le réseau il est important dans la vie, tout simplement, pas que dans la com. C'est vrai. Mais si ça ne fit pas avec ton ou ta DIRCOM, c'est merci, au revoir, bonne soirée. Exactement. Non, mais c'est ça. L'enjeu, c'était vraiment, et c'est ce que j'ai dit, hein, c'était que ça fit bien entre nous. Parce que, alors, tu disais, est-ce que tu as eu la trouille un petit peu de prendre ce poste? Non, parce que j'étais vraiment très excitée à l'idée de prendre ce poste. Évidemment, une entreprise de la taille de Nestlé, c'est toujours un peu impressionnant. Mais honnêtement, non, je me suis lancée avec énormément d'enthousiasme et d'envie. Et en plus, cerise sur le gâteau, ça a bien matché humainement. Donc voilà, toutes les cases étaient cochées quelque part. Après, peut-être que je devance une de tes futures questions, mais ça met du temps de se faire à une entreprise de cette taille parce qu'il y a énormément de codes internes et de procédures et de méthodes et machin. Mais voilà, c'est une très très belle entreprise et honnêtement, j'ai eu une expérience longue à l'Alliance 7, mais Nestlé, c'était une des plus belles. Eh ben écoute, bravo. Alors on va encore saluer Nestlé, toute l'équipe. Allez, on va donner quelques noms de tes anciens collègues, au-delà d'Élodie. Allez, 2-3 noms s'il te plaît. Eh bien, déjà Aude Février qui était à la com interne, qui arrivait le même jour que moi et c'est vrai qu'on était Élodie a construit une équipe, donc c'était un gros challenge parce que construire une équipe de com corporate chez Nestlé, voilà, c'est pas forcément un petit challenge. Et elle en a eu d'autres à relever, mais celui-là était de taille. Et donc oui, avec Aude, on s'est retrouvés toutes les deux dans le magnifique bâtiment d'Issy-les-Moulineaux qui était fermé parce que c'était en plein Covid. Donc on a fait notre intégration toutes les deux avec Élodie. On essayait de se voir pour construire justement cette relation humaine entre nous. Et honnêtement, voilà, c'est des gens que je garde vraiment dans mon cœur. Hein, on va pas se mentir. Donc voilà, c'était aussi comment construire des relations humaines parce qu'on en avait besoin pour tenir le coup en plein milieu du Covid, quoi. C'était très compliqué. Donc voilà, je pense à Aude notamment, mais tous les autres étaient vraiment importants.
En tant que responsable de com externe, qu'est-ce que tu faisais chez Nestlé? Alors évidemment, la question est un peu vaste, j'en conviens, mais c'était quoi tes missions principales? Parce que com externe chez Nestlé, ça veut tout et rien dire. Nestlé, c'est 21 verticales, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. C'est pas que le lait Nestlé, dont j'ai beaucoup abusé quand j'étais enfant. C'est pas que Nespresso, What Else. Ce n'est pas que le chocolat, c'est aussi Purina. C'est Exactement. plein de structures L'eau. comme ça. L'eau, évidemment. Ouais, pardon. ouais, les céréales. Les céréales, donc Ouais. bon bref, ça fait partie de notre vie. Qu'est-ce que tu faisais exactement là-bas? Alors déjà, ce qu'il faut préciser, c'est qu'on était dans l'équipe communication corporate. Donc, c'est-à-dire qu'on était une fonction support. Voilà, ce qui n'est pas un gros mot. Hein, c'était vraiment parmi les autres fonctions support, type ressources humaines, etc. Donc, on apportait vraiment un support à l'ensemble des catégories que tu viens de citer. Et ce qui est important de préciser, c'est qu'on avait notre propre feuille de route. C'est-à-dire qu'on avait pour ambition et pour objectif de valoriser, de travailler sur certains sujets qui étaient clés pour Nestlé au niveau corporate, c'est-à-dire qui pouvaient vraiment être transverses à plusieurs catégories. Le principal, et qui est important pour la suite, c'était l'agriculture régénératrice. Je vais essayer d'être claire parce que c'est un sujet qui est pas simple non plus. Mais voilà, l'agriculture régénératrice, c'est vraiment faire le choix d'une agriculture qui n'est pas l'agriculture traditionnelle et qui permet vraiment de préserver les sols. Et quand Nestlé s'engage sur ce type de sujet, sa taille, sa masse fait que forcément, ça donne vraiment de l'ambition à ce projet. Et ce qui me séduisait beaucoup chez Nestlé, c'est que, par exemple, s'approvisionner en matières premières issues de l'agriculture régénératrice, c'était pas un petit truc qu'on faisait dans un coin pour se donner bonne conscience, c'était vraiment intégré aux achats. Donc ça veut dire que c'était la politique aussi d'achat de Nestlé. Et donc c'était formidable parce que ça avait un vrai impact. Et c'est ça. Alors donc, pour revenir à notre fameuse feuille de route, on avait nos sujets de prédilection. On n'était pas là pour faire, comme tu disais tout à l'heure, pour rendre service aux catégories, pour leur organiser un petit événement ou pour leur organiser, leur faire un petit communiqué de presse. À chaque fois, encore une fois, ça répondait à une stratégie. Et donc, moi, j'y suis restée que 2 ans et c'était un peu court comme expérience. Mais pareil, on avait tout le temps, tout répondait, tout ce qu'on faisait répondait à une stratégie. Et voilà, et c'était indispensable aussi dans le sens où on était très attendus. On avait beaucoup de travail. On s'est pas ennuyé. C'était une équipe qu'on construisait, donc il y avait aussi tout cet enjeu-là. Et honnêtement, si ça répondait pas la stratégie nous permettait vraiment de jamais perdre nos objectifs de vue et de vraiment travailler ensemble à cet objectif, à l'atteinte de cet objectif. Est-ce qu'il y a eu quelques bastons malgré tout à essayer de se faire comprendre peut-être un petit peu mieux? Non pas des gens qui sont contre ce que vous feriez ou vous auriez fait, mais j'imagine que dans un très grand groupe comme ça, il y a des personnalités, il y a aussi parfois peut-être des incompatibilités. Alors l'idée n'est pas de tirer sur qui que ce soit, mais est-ce que tu as de souvenirs où tu as dû te battre particulièrement sur un dossier ou un sujet? Ou est-ce que finalement, ta force de persuasion habituelle que tu avais largement aiguisée à l'Alliance 7 avec des dirigeants d'entreprise, finalement c'est passé un peu comme une lettre à la poste ou sans trop de difficultés? Alors déjà, il y a quelque chose de formidable chez Nestlé. Et ça, c'est un truc qui m'a marqué dès que je suis arrivée, que je retiens encore aujourd'hui. C'est l'empathie des gens, l'accueil qu'ils te réservent. Moi, il n'y a aucun moment et aucune personne chez Nestlé, et je pèse mes mots, qui m'a mal accueilli ou qui a été un peu en méfiance ou qui s'est dit « mais qu'est-ce qu'elle me vend celle-là ?» Enfin, non, franchement... Il y a un état d'esprit chez Nestlé qui est assez particulier, qui est extrêmement positif. Il y a une somme énorme d'expertise dans les équipes. C'est-à-dire que vraiment tout le monde connaît parfaitement son sujet. Les experts du marketing sont très experts, mais les experts de la RSE sont très experts aussi. Et il y a un vrai respect mutuel. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est une expérience qui m'a beaucoup donné confiance en moi parce que justement, j'ai eu l'impression pour la première fois, comme tu dis, à l'Alliance 7, il fallait vraiment que je fasse preuve d'abnégation, de persuasion, et c'était parfois un peu, pas violent, mais un peu, dans le combat. Chez Nestlé, c'est pas du tout ça. Chez Nestlé, t'es pas dans le combat. Chez Nestlé, les gens écoutent ce que tu dis, les gens écoutent ton expertise. Ça veut pas dire qu'ils acceptent tout ce que tu proposes, mais il y a une énorme bienveillance dans la façon dont tu es perçu toi et dont ce que tu proposes est perçu. Et ça, c'est vraiment un truc que je retiens qui est formidable.
Alors je veux bien le croire parce que je savais que Nestlé avait une très très bonne réputation, une entreprise que je connais parfaitement bien. Et puis évidemment, Élodie Lemeunier, la DIRCOM, est passée dans le décodeur de la com et je suis allé donc à Issy-les-Moulineaux, pile poil entre Paris 15 et Issy-les-Moules, si je puis dire. Et c'est vrai que les locaux sont magnifiques et que les gens sont extrêmement sympathiques. Oui. J'étais même très surpris. Je te cache pas que dans une World Company comme ça, je m'attendais à avoir des gens qui disent pas bonjour. Eh bien non, ce n'est pas vrai. Ah non, du tout. Pourtant le hall est magnifique. Ouais. Il y a un magnifique café également. Bref, c'est incroyable. Donc, sachez-le, vous qui nous écoutez, Nestlé, c'est une très belle boîte. Et puis maintenant, on va passer au présent. Parce que le présent, il est tout aussi radieux que ce que tu as vécu ailleurs. Donc, on parlait de Nestlé à l'instant même. Absolument. Parce que là, tu montes en grade, si je puis dire. C'est Pardonne-moi pour cette image qui est pas très très jolie, mais qui est au moins extrêmement claire. Parce que un jour, on t'appelle et on te dit, Magali, il y a une place de DIRCOM. Je crois qu'il est temps pour vous d'y aller. Exactement. Ouais, c'est vrai que c'est comme ça que ça s'est passé. Donc c'est vrai que ça faisait plusieurs années qu'effectivement j'ambitionnais d'être directrice de la communication. C'était un peu normal. Hein. Moi, j'ai toujours adoré ce que j'ai fait. Je suis pas quelqu'un qui changeait. J'ai eu un parcours assez, linéaire, en tout cas. Linéaire et constant. Donc, c'était tout à fait la case que je voulais cocher, hein, d'être DIRCOM. Et ce qui m'a aussi séduite, c'est que ça me donnait l'opportunité de partir d'une page blanche et de tout construire. Parce qu'on était vraiment sur un renouveau de la Fédération nationale de l'industrie laitière, une nouvelle page à écrire, et je trouvais qu'effectivement faire partie de cette aventure était extrêmement motivant et excitant.